Alors, lors du dernier webinaire, la DSI du Centre Val-de-Loire nous avait emmenés dans les coulisses de l'élaboration de sa feuille de route, tout le bilan qu'elle avait fait de la précédente séquence et puis tous les sujets et tous les apprentissages qu'elle allait mettre en pratique pour pouvoir construire sa prochaine feuille de route. Et bien là, aujourd'hui, on va aborder le prochain défi. Et c'est le défi qui fait suite à l'élaboration de la feuille de route, c'est de mener à bien tous les projets, faire prendre la route à tous ces projets qui ont été identifiés dans ce schéma, dans ce cadre qui va permettre de concrétiser, on va le voir par la suite, et d'atteindre les objectifs stratégiques de vos structures. Pour explorer ce formidable défi, nous aurons la joie de bénéficier aujourd'hui de l'expertise de tous les éclairages de Céline Guilloud du cabinet Novéane. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, c'est une experte du sujet, ça fait plus de 15 ans qu'elle évolue dans l'écosystème du pilotage et en recentrant d'ailleurs plus son domaine d'expertise depuis une dizaine d'années auprès d'une vingtaine de clients comme la BNP, l'Éducation nationale, la NTS, la CNAV, enfin bref, elle a tout un large panel d'observation des enjeux du pilotage. Et donc, moi, je suis Vincent Guidenot. J'ai le plaisir de travailler au sein de Virage Group sur les sujets du marketing et de la communication client. Pour ceux qui suivent régulièrement ces webinaires, parce que j'ai toujours l'infime privilège de donner la parole à des experts pour éclairer ces sujets que l'on adresse, notamment avec les offres de virage. D'ailleurs, on aura, par rapport à l'agenda, je l'ai dit, on a pour 1 heure, plein de sujets, donc je me dépêche. On va très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Virage et qui ne connaissent pas Novéane, un petit mot d'introduction pour préciser l'activité de nos structures respectives, puisque Novéane est un partenaire de Virage. Avant de prendre la route, on va juste repréciser ce qu'on va entendre aujourd'hui et ce qu'on entend par la logique de feuille de route. Très rapidement, c'est pour qu'on soit aligné sur les propos que l'on va vous présenter par la suite. On fera ce petit exercice d'auto-évaluation en ligne sur votre niveau de pilotage. Ça nous permettra d'ajuster un petit peu tout ce qu'on veut vous partager. Et puis, on va rentrer dans le cœur de cette conférence. Ça va être les 5 leviers qu'on vous propose de travailler en fonction de votre niveau de maturité. Donc, 5 x 4 égale 20 conseils précieux que va nous destiner Céline aujourd'hui. On aime bien, vous savez, c'est interactif, les webinaires, on les aime comme ça. Il y aura place à vos questions à la fin et on vous donnera quelques éléments pour prolonger ce webinaire. Et d'ailleurs, une petite annonce en avant-première, un petit bonus que nous réserve Céline, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, très rapidement, Virage, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un éditeur intégrateur qui éditons des solutions, j'ai tenté un jeu de mots pour la circonstance de ce webinaire aujourd'hui, pour tracer notre route vers l'avenir, parce que quand vous êtes manager, quand vous êtes en responsabilité d'une direction informatique ou d'une direction générale ou d'une direction métier, il faut construire l'avenir. Et on construit l'avenir avec des projets, des portefeuilles, des programmes. On va voir ça par la suite. Et nous, on est là pour vous donner des outils afin de bien le réaliser. Et notamment parmi ces outils, c'est celui qui sera un petit peu en arrière-plan de certains aspects, c'est Project Monitor, qui est une solution de Project Portfolio Management où vous pourrez avoir une visibilité complète et traduire votre feuille de route. D'ailleurs, j'en profite, il y aura un webinar, parce que souvent on nous dit « Ah oui, mais on aimerait bien voir comment ça se passe dans Project Monitor, tout ce que vous nous dites. » Justement, on a prévu le 10 juin la traduction opérationnelle de tous les conseils de Céline dans Project Monitor. On va vous expliquer comment on peut mettre tout ça en musique. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous le 10 juin. On vous mettra le lien, je pense, dans le chat. Très rapidement, nous, on a le privilège, la joie, le plaisir d'accompagner un peu plus de 280 organisations. Il y a un certain nombre qui sont présents aujourd'hui dans tous les secteurs. Je crois que c'est d'ailleurs également le cas pour le cabinet Novéane. On a des structures, des collectivités qui faisaient suite, notamment, je vous l'ai évoqué en introduction, la région Centre-Val-de-Loire, mais aussi des gens de la grande distribution comme les mousquetaires, de l'énergie, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, avec Engie, Framatome. Je vois également les logisticiens, Epner, qui était notre grand témoin lors de notre club utilisateur qui s'est tenu début avril. C'était passionnant, il nous a parlé des plans de charge. Le petit doigt me dit d'ailleurs qu'on va reparler par la suite de cette logique de plan de charge, parce que c'est des pratiques que Céline va certainement nous mettre en exergue. Voilà, donc je ne m'étends pas plus longtemps sur le sujet. Vous voyez, on est là pour vous proposer des solutions qui répondent à plein d'enjeux, plein de contextes métiers, mais surtout celui de vous permettre de tracer l'avenir.
Je te cède la parole, Céline, peut-être pour nous Oui, présenter rapidement Novéane. merci beaucoup Vincent. Effectivement, en quelques mots, alors Novéane, depuis plus de 20 ans, en fait, on accompagne les organisations dans leurs pratiques de pilotage, alors projet, programme, portefeuille, le tout processé et outillé. Notre expertise, elle se traduit par le concept de DTO, donc ce qu'on appelle le Digital Transformation Office. Et en fait, c'est une combinaison d'expertise, de process, de KPI, de méthodes et d'outils qui permettent d'avoir un pilotage centralisé et optimisé. Donc Novéane, aujourd'hui, c'est à peu près 100-120 personnes. Et donc depuis quelques mois, nous avons rejoint le groupe Scalian pour accompagner et conseiller nos clients dans leur transformation digitale. Ce qu'on vous propose, comme je l'ai dit, c'est de peut-être qu'on clarifie la notion de feuille de route très rapidement, parce que c'est un concept qui peut être peu protéiforme, qui peut avoir plusieurs déclinaisons, donc on voudrait juste qu'on précise ces éléments. Donc l'objectif d'une feuille de route, et on l'a bien vu d'ailleurs avec ce qui avait été partagé avec la DSI du Centre Val-de-Loire, c'est là pour mettre en exécution et pour pouvoir prolonger les enjeux stratégiques d'une organisation, d'une entreprise. Donc, l'idée, c'est qu'à un point de départ, on a un certain nombre d'inputs qui peuvent être des ambitions, une stratégie, des projets d'investissement, enfin bref, tout un tas d'ingrédients qui sont au plus proche de la stratégie de votre organisation. Nous avons des cartographes, des gens qui vont tracer cette feuille de route. Alors, très souvent, ça va être plutôt le top management ou parfois des gens qui vont être déclinés dans les métiers. Et puis, l'idée, c'est que ces feuilles de route, ça peut se décliner à toute l'entreprise, à une direction, dans des logiques de territoire. Et la finalité, c'est d'atteindre et de faire évoluer les choses. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. On a des typologies. On peut entendre parler de feuilles de route stratégiques, de feuilles de route informatiques, numériques. Bon, peut-être vous retrouverez dans ces différentes formes, de schéma directeur informatique. D'ailleurs, c'est un concept qu'on voit souvent dans le monde de l'IT. Et puis, on a un certain nombre de véhicules, sinon des projets, des règles de gouvernance, des logiques d'investissement. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et puis, Céline, on va un peu simplifier le panorama pour que l'on puisse tenir dans cet exercice de ces 60 minutes d'exploration de la feuille de route. Oui, alors effectivement, pour faire simple et pour qu'on s'entende effectivement sur le vocabulaire qu'on va utiliser, donc dans une organisation, on a des enjeux stratégiques qui sont formulés, formalisés par le top management. Ces enjeux stratégiques se déclinent en feuilles de route. Alors, feuille de route globale de l'entreprise, mais feuille de route aussi par direction. Et elles se traduisent par des projets, des programmes qui prennent vie sur le terrain, le tout en réponse, pour atteindre des objectifs et donc en réponse à ces enjeux stratégiques. Et donc, c'est les projets, les programmes, la façon dont on va les piloter, les portefeuilles aussi, que l'on va regarder précisément au cours de ce webinaire d'aujourd'hui. Ces éléments de vocabulaire, de contexte posés, on ne prétend pas aborder tous les aspects des feuilles de route aujourd'hui, mais on va donc se concentrer sur cette approche stratégique déclinée, comme on l'a vu, pour atteindre des objectifs. Vous avez certainement d'ores et déjà des pratiques. Et on vous a promis un petit exercice en live pour pouvoir déterminer quel est votre niveau, vous, en maturité de pilotage. Parce que les conseils, on verra, vont pas être tout à fait les mêmes en fonction de la maturité de vos pratiques. Alors, je vous invite à prendre une feuille et un crayon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue 4 grandes typologies de maturité, qui sont des grandes catégories issues donc, de l'observation que Céline et le cabinet Novéane font sur le terrain. On va avoir un niveau élémentaire, intermédiaire, avancé et niveau expert. Donc, je vous ai demandé de prendre une feuille et un crayon. Pourquoi ? Parce que pour chaque niveau, on va présenter un petit portrait robot. Et on vous invite à cocher, savoir si vous vous y retrouvez. Ça vous permettra comme ça de voir quel est votre niveau de maturité. Alors, on va commencer par le niveau élémentaire, au départ. Le niveau élémentaire, grosso modo, dans l'organisation, il n'y a pas de feuille de route formalisée. Bon, c'est pas très très grave parce qu'il y a quand même des projets qui se réalisent sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, ces projets, ils sont souvent décidés et lancés par le top management, alors qui s'appuie sur une liste de projets, en s'appuyant aussi, en regardant aussi une logique capacité à faire. Est-ce que mes équipes ont de la bande passante pour absorber un nouveau projet ? D'un point de vue comitologie, là, on va être sur une comitologie purement opérationnelle, donc vraiment liée au projet, donc des coproches, des copines. Par contre, le top management va quand même demander à avoir de la visibilité sur des projets dits importants ou stratégiques. Donc, ça ne sera pas tous les projets, ça en sera quelques-uns.
En termes d'outillage, on est sur des outillages qu'on pourrait dire basiques ou simples, hein, qui sont accessibles par tout le monde. Donc, ça va être de l'Excel, PowerPoint, pourquoi pas du planner avec la suite Office. Donc, voilà un peu le cadre, le premier portrait robot de ce niveau élémentaire. Donc là, on est dans les rudiments d'une logique de feuille de route, ou peut-être des organisations, Monsieur Jourdain, qui font des feuilles de route sans forcément trop le savoir, et puis impliquant ce vocable. Donc, regardez, à votre avis, dans combien vous vous retrouvez de points sur ces 4 éléments mis en exergue? On va mettre un peu de goudron sur la route. Alors, le deuxième niveau, donc c'est le niveau intermédiaire. Donc là, il y a une logique donc, d'élaboration de feuilles de route. Elle est formalisée par direction. Alors, c'est vrai que culturellement ou historiquement, c'est souvent la direction IT hein, qui fait cet exercice. Mais de plus en plus, on a dans des entreprises des directions métiers aussi qui s'y mettent. Donc, grosso modo, on a une feuille de route formalisée par direction. Les projets qui sont menés sur le terrain sont des projets qui sont inscrits dans cette feuille de route, mais on ne visualise pas, on n'identifie pas, on ne met pas en lumière les adhérences entre projets de directions différentes. Donc, on est un peu en mode silo, si je puis dire. Au niveau de la comitologie, donc bien sûr, on a la comitologie opérationnelle, comme je disais, copile des projets, mais par contre, une nouvelle comitologie plus transverse au niveau de la direction voit le jour, et c'est ce qu'on appelle une comitologie de type portefeuille, qui va consolider l'ensemble des informations, des indicateurs, de ce qui se passe sur les projets, sur le terrain. Au niveau des outils, eh bien là, on met en place, on retrouve, on va dire, des outils de gestion de projet. Donc, un outil qui va être utilisé par les chefs de projet essentiellement pour piloter de la même façon leurs projets qui se réalisent sur le terrain. Allez, on sophistique parce que des fois, on a quand même besoin d'aller encore plus loin dans la feuille de route. Donc, on arrive au niveau avancé. Oui, alors le niveau avancé, eh bien là, au niveau de la pratique d'élaboration de la feuille de route, toutes les directions de l'organisation ont une feuille de route, mais qui est co-construite entre les directions. Donc, on peut visualiser les adhérences des projets entre directions. Et on a vraiment une co-construction, même si chaque direction a sa propre feuille de route, il y a une logique d'ensemble qui permet de voir justement ces adhérences. Au niveau de la comitologie, donc bien sûr, on a la comitologie projet, donc opérationnelle. On a cette comitologie d'ensemble, donc de type portefeuille, mais on a une nouvelle comitologie qui voit le jour, c'est la comitologie qui va permettre de décider de l'éligibilité des futurs projets. Alors, au regard de la feuille de route, il y a un certain nombre de sujets qui sont identifiés, mais sur la base de critères définis par l'organisation, on se réunit et on se dit, tiens, est-ce que ce sujet, sur la base de nos critères, on le traite en mode projet ou pas? Donc, c'est ce qu'on appelle l'éligibilité des futurs projets. Au niveau de l'organisation, donc on a une fonction PMO qui est en place, qui va bien sûr piloter les portefeuilles de direction, mais qui va également mettre sous contrôle les budgets et la capacité à faire de ces directions. Il y a une sensibilité sur l'alignement avec les enjeux stratégiques, mais ce n'est pas encore intégré par cette fonction de pilotage. Mais en tout cas, la fonction PMO s'est étendue dans l'organisation. Et au niveau de l'outillage, eh bien là, on parle plutôt d'outils PPM, donc Project Portfolio Management, dans lequel on va bien sûr piloter des projets, aussi piloter des portefeuilles, mais également une capacité à faire et du suivi budgétaire. Et cette éligibilité aussi, pardon, que j'ai oublié. Voilà. Donc, on a vu le niveau élémentaire, le niveau intermédiaire, le niveau avancé. Il y a déjà plein de belles choses. On peut faire énormément de choses, c'est très intéressant, mais on a encore une marche supplémentaire qu'on peut aller chercher. Oui. Et ça nous amène au niveau expert. Voilà, il y a encore un niveau de progression, si je puis dire. Là, en fait, la dynamique est un petit peu différente, contrairement au niveau avancé. C'est qu'au niveau expert, en fait, ce sont les enjeux stratégiques qui vont driver l'élaboration de la feuille de route globale de l'entreprise, qui va elle-même être déclinée en feuille de route par direction. Donc, au niveau de la réflexion, on part vraiment des enjeux stratégiques pour une déclinaison d'une vision globale et ensuite par direction. On va avoir bien sûr cette mise en lumière sur les adhérences des sujets
entre directions. Voilà. Au niveau donc de l'éligibilité, eh bien, ça ne va plus être trop la capacité à faire ou les budgets qui vont driver l'éligibilité, ça va être vraiment les enjeux stratégiques, donc le point de départ. Est-ce que ce sujet s'inscrit ou est en réponse des enjeux stratégiques qui ont été identifiés en début d'année ou il y a 3 ans, ça dépend du plan en fait que l'on a, mais c'est vraiment les enjeux stratégiques qui permettent de challenger le lancement, les priorités des projets, mais aussi de permettre de décider de stopper un projet ou de ne pas en lancer. Au niveau de la fonction de pilotage, donc là, la fonction PMO, on la retrouve à tous les niveaux de l'organisation, donc aussi bien au niveau opérationnel, donc sur les projets, sur les programmes, au niveau middle, donc au niveau des portefeuilles, et aussi au niveau stratégique, où on va vraiment avoir une fonction PMO qui va challenger, qui va s'assurer en fait du bon alignement avec ce qui se fait sur le terrain au regard de ces enjeux stratégiques. Et bien sûr, c'est repris au travers des portefeuilles. Au niveau de l'outillage, alors on a toujours un outillage PPM, mais il est plus poussé, plus avancé, on va dire, dans sa pratique. D'ailleurs, c'est un outil de pilotage d'entreprise. Toutes les directions l'utilisent, et d'ailleurs pas que des directions métiers ou que la direction IT. On peut avoir la direction financière ou la direction des ressources humaines, par exemple, qui peuvent utiliser cet outil-là. Et donc, en résultat, on a une couverture de la data qui est complète, qui est exhaustive et qui permet de pousser, d'affiner, on va dire, le pilotage et pourquoi pas d'en faire des projections d'hypothèses au regard de la feuille de route. Alors, vous avez eu ce panorama des 4 niveaux de maîtrise, de maturité en termes de pilotage. Si vous cochez au moins 3 points sur un niveau, on peut considérer que c'est un niveau acquis. Et donc, ça vous permet de vous positionner si vous êtes plutôt niveau élémentaire, niveau intermédiaire, niveau avancé, niveau expert. Vous pouvez peut-être avoir des éléments, peut-être que vous avez déjà un outil de PPM, et j'espère que c'est Project Monitor, bien évidemment, sur un niveau en deçà du niveau avancé. Il y a des gens qui se servent justement de leviers comme les outils comme Project Monitor pour passer des paliers, mais on le verra d'ailleurs par la suite, tout ça. Vous faites le compte et puis vous répondez au petit sondage qu'on vous a lancé pour savoir dans quel niveau vous pensez vous situer, en petite auto-évaluation rapide sur votre maturité en termes de pilotage. Et puis, vous allez voir, après, on va avoir plein de conseils à vous proposer et on va, on espère vous amener des éléments qui vont vous permettre, lorsqu'on fera un prochain webinaire sur le sujet, d'avoir progressé dans vos niveaux. Alors, je vous livre les résultats. Je remonte sur les niveaux, progressivement sur les niveaux les plus représentés. Donc, 5% d'experts, 22% d'avancés, 23% d'élémentaires et le niveau le plus représenté pour la moitié des participants de ce webinaire, c'est le niveau intermédiaire. On est en pleine soirée électorale, en fait. C'est les résultats de l'IFOP qui nous arrivent en temps réel. Donc, le grand vainqueur de ce sondage, c'est le niveau intermédiaire. Justement, maintenant, on va être là pour vous faire booster cette feuille de route. Alors, ce qu'on vous propose comme schéma, c'est, on a un petit peu, d'ailleurs, on l'a vu dans les portraits robots, des niveaux. On va avoir 5 leviers qu'on vous propose, thématiques, méthodologiques, des KPI, des indicateurs, la gouvernance, la comitologie, les outils. Et puis, on va les croiser avec les niveaux. Allez, je n'en dis pas plus et je donne à nouveau la parole à Céline pour, quand on est au niveau élémentaire, donc c'est-à-dire 24% des participants, qu'est-ce qui est clé à mettre en œuvre? Alors, donc si vous vous trouvez effectivement sur un niveau de maturité plutôt élémentaire, donc il y a 5 conseils qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement. Déjà, donc sur la partie méthodologie, il faut veiller à bien responsabiliser les chefs de projet tout en leur donnant une autonomie. Donc, ça passe pour commencer par une formation ou un coaching auprès des chefs de projet. Et puis, pourquoi pas, pour les responsabiliser, leur faire une feuille de route, ce qu'on attend, enfin, une feuille de route, une fiche de fonction plutôt, leur dire ce qu'on attend d'eux en termes de pratiques de pilotage pour qu'ils aient bien le cadre des attendus et de ce qu'ils doivent mettre sous contrôle au quotidien. Au niveau des KPI, faisons simple. Partons sur des KPI basiques, mais qui sont efficaces pour mettre sous contrôle un projet ou un programme. Donc, on va regarder les délais, le budget, les ressources, les risques, etc. Donc, des choses très standards que l'on connaît, mais ça marche plutôt bien.
Sur la partie gouvernance, eh bien là, mettez en place une liste des projets qui sont en cours, et cette liste va être suivie par le top management. Alors, ça va être une forme tabulaire avec des KPI qui vont témoigner de l'état d'avancement, de l'état de santé du projet. Mais au moins, on aura cette photo de ce qui se passe sur le terrain. D'un point de vue comitologie, donc au niveau des projets, c'est très bien d'avoir une photo de là où se trouve le projet, quelle est sa santé, quel est son avancement, mais c'est encore mieux d'avoir une projection. Et souvent, ce qu'on conseille dans les bonnes pratiques, c'est une projection à 3 mois. Donc, il faut inciter les chefs de projet à ce qu'ils projettent de ce que pourrait être la vraie vie du projet sur les 3 mois à venir. Et puis, pour terminer, sur la partie outillage, laissez les chefs de projet autonomes dans les outils qu'ils veulent utiliser pour piloter leur projet. Certains iront sur de l'Excel, d'autres sur du Planner, certains peut-être du PowerPoint. Enfin, voilà. Et puis, ils ont peut-être des petits outils comme du MS Project, par exemple. Par contre, mettez en place un cadre de tableau de bord projet, donc on peut appeler fiche d'avancement projet ou tableau de bord, bref, qui va, sur une vue synthétique, reprendre l'état de santé du projet, les faits marquants, les prochains points à venir, les risques, etc. Ça permettra d'harmoniser en fait les reportings qui seront faits sur les projets. Alors, ces conseils-là, justement, il y en a certains que tu as pu déjà appliquer en contexte de mission. Donc, on fait un petit coup de focus dessus, sur ça. Oui, tout à fait. Alors, c'était auprès d'un acteur du secteur bancaire. Alors, une petite structure, hein, c'était une DSI avec 30 personnes à peu près. En fait, donc, il y avait des projets qui se faisaient sur le terrain, mais il n'y avait pas de vue consolidée précisément des sujets qui se déroulaient. En fait, on a commencé par mettre en place un cadre de pilotage, c'est-à-dire qu'on a défini quels sont les attendus en termes de pratique de pilotage de projet. Donc, pour ça, on a élaboré une méthodologie de gestion de projet à laquelle les chefs de projet ont été formés, ils ont été coachés sur le terrain. Et en parallèle, on a déployé un tableau de bord projet avec des indicateurs sur le planning, sur le budget, sur les risques, qui était un template harmonisé qui permettait de façon unifiée de remonter les mêmes informations au top management. Et donc, en 3 mois, on a pu donc construire ce cadre méthodologique de gestion de projet, déployer ce tableau de bord et créer des réflexes de pilotage auprès des chefs de projet pour qu'ils puissent régulièrement, auprès du top management, remonter cette visibilité de projet avec ce tableau de bord. Et donc, les instances, parce qu'on avait évoqué ce retour d'une mission, on est passé sur des réunions plus ou moins désorganisées, plus ou moins structurées, qui duraient un peu plus de 2 heures, et au bout de 3 mois, ça a été rationalisé, et en 1 heure, on avait passé en revue l'essentiel des sujets. Oui, alors c'était même variable selon les projets. Certains projets étaient organisés avec des instances de pilotage, d'autres pas du tout. C'était des réunions sur un coin de table ou voilà, ce genre de choses. Là, pareil, on a créé un moment dédié pour justement remonter cette visibilité. Et ça a créé des moments clés, du coup, aussi des automatismes auprès des chefs de projet et du top management. D'ailleurs, ces logiques d'automatisme, il me semble, allez, je spoil un petit peu, mais qu'on va en reparler par la suite. Oui. Allez, le niveau suivant, c'est le niveau intermédiaire, celui qui concerne le plus de personnes par rapport à cette session du jour, quasiment 50%. Oui. Alors, niveau intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le niveau intermédiaire ? Dans un premier temps, il faut insuffler la dynamique de pilotage de portefeuille. Donc, avoir une vue consolidée des projets par direction, puisque c'est le cadre sur lequel on est parti. On a un portefeuille de projets par direction. Alors, ça n'empêche que côté projet, donc ça c'est le deuxième conseil, côté projet, on va pousser, on va approfondir la pratique de pilotage des projets, notamment en incitant les chefs de projet à construire un plan capacitaire de leur équipe sur leur projet et à suivre les budgets. Alors pareil, aussi bien avoir une photo, donc là où on en est à date, mais aussi avoir une projection sur les 3 mois glissants. Le troisième conseil, donc pour pouvoir faire vivre cette dynamique de pilotage de portefeuille, il faut fixer le cadre du jeu de la fonction PMO, qui est un PMO, pilote de portefeuille. Donc, il faut clairement définir quel est le rôle, quelles sont les responsabilités de ces PMO, pilotes de portefeuille, détailler de quoi ils ont besoin pour remonter une bonne visibilité sur les portefeuilles, qu'est-ce qu'ils doivent fournir et ce dont le top management a aussi besoin.
Le quatrième conseil, eh bien, il faut instaurer ces moments clés. Alors, je parlais de réflexe tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Il faut créer ces moments dédiés pour partager sur l'état de santé du portefeuille et du coup des projets et programmes qui le composent au travers d'un comité qu'on appelle le comité de revue de portefeuille de direction. Donc, par exemple, mensuellement ou trimestriellement, ça dépendra du rythme que vous souhaitez, mais on aura ce comité qui est un point de rendez-vous organisé par le PMO pilote de portefeuille auquel les acteurs du middle et top management vont participer pour avoir cette visibilité consolidée. Et puis pour terminer, dernier conseil sur la partie outillage, eh bien, je vous encourage, Vincent aussi, à mettre en place un outil de pilotage unique des projets. Encore une fois, alors pour faciliter l'harmonisation de la pratique de pilotage de projet, mais aussi pour le PMO, pour faciliter cette vue consolidée des projets et programmes qui composent le portefeuille. Oui, alors là, ce qui est en creux de tous ces conseils, c'est un point d'ailleurs qui avait été évoqué lors du retour d'expérience de la DSI, c'est qu'on change un petit peu de focale. Là, il faut commencer à introduire non plus une vision unitaire des projets, mais on commence à raisonner petit à petit portefeuille. Donc, un exemple de point, voilà, j'ai parlé de changement de focale, je crois qu'on y arrive. Alors, un retour d'expérience que j'ai réalisé auprès d'un acteur de la santé. Alors, il y avait eu des travaux préliminaires sur la gestion de projet et sur l'outil de pilotage. Le sujet qui nous concerne, c'était vraiment la mise en place de cette dynamique de pilotage de portefeuille. Donc, en 6 mois, on a structuré les portefeuilles. Donc, il y avait 3 typologies de portefeuilles qui ont été mis en place dans l'organisation. Alors, en accord avec le directeur, c'était en réponse aussi à ce qu'il voulait voir être mis sous contrôle. On a pu mettre en place un comité dédié, donc le comité de revue de portefeuille. Donc, chaque mois, on avait un portefeuille qui était présenté au cours de cette instance mensuelle. Et bien sûr, les PMO ont également été formés sur leur rôle de pilote de portefeuille. Donc, en 6 mois, il a fallu 3 mois de travail pour construire, 3 mois pour déployer cette pratique de pilotage au travers des comités de revue de portefeuille. Et à l'issue de ces 6 mois de travail, on a pu obtenir 60 projets pilotés, alors 60 projets en cours, pilotés au travers de 3 portefeuilles. Et donc, avant, il n'y avait pas de visibilité précise sur ce qui se faisait sur le terrain. Et au bout de 6 mois, on a pu avoir ce volume de projets mis sous contrôle au travers de 3 portefeuilles thématiques. Allez, on continue cette progression. Donc, le niveau avancé, qui est quand même concerne 21%, pour être très précis, des participants. Alors, en termes méthodologiques, qu'est-ce qu'on peut envisager pour consolider ce niveau? Eh bien là, il faut faire tendre la pratique de pilotage de portefeuille en mettant en lumière, en intégrant les adhérences entre projets. Donc, toutes les directions vont piloter, le PMO de direction va piloter le portefeuille, mais avec la possibilité, la nécessité en tout cas, de mettre sous contrôle les adhérences entre portefeuilles au travers des projets qui concernent les différentes directions. Au niveau des KPI, eh bien, dans la pratique de pilotage de portefeuille, on va intégrer le pilotage du plan capacitaire, donc de la direction, non plus à la maille projet, mais cette fois-ci à la maille portefeuille. Et également, on va faire un suivi budgétaire à la maille portefeuille, donc à la maille direction. Au niveau des PMO, eh bien là, on va parler d'une communauté de PMO. Il faut mettre en place une communauté de PMO de direction, même si on a des PMO dans chaque direction. En fait, ils travaillent main dans la main, ils ont une seule voix, et qui va être distillée au sein des différentes directions. Donc, pourquoi pas mettre en place effectivement cette communauté de PMO qui va insuffler cette dynamique de pilotage au quotidien, projet et portefeuille. Au niveau des instances, de la comitologie, on va mettre en place donc une instance dédiée pour décider de l'éligibilité des futurs projets. Sur la base de quels critères on se décide à traiter ce sujet en mode projet et dans quel portefeuille on le rattache. Par rapport au niveau d'avant, l'idée, c'était plutôt dans des instances de suivi qui parfois pouvaient intégrer à l'ordre du jour des volontés de lancement. Là, ce qu'on dit, c'est non, il faut plutôt se centrer et séparer un petit peu la logique de suivi de la logique de la décision. Exactement. Donc là, on se met en mouvement pour décider sur la base de critères tangibles qui ont été définis au préalable. Et puis pour terminer, donc le dernier conseil sur la partie outils, faites évoluer peut-être l'écosystème de différents outils qu'il pourrait y avoir vers un outil
PPM, donc Portfolio Project Management, pour piloter aussi bien les projets et les portefeuilles, et comme je le disais précédemment, la capacité à faire, le budget, mais également l'éligibilité des futurs projets, donc l'alimentation des portefeuilles. Alors justement, là, je fais un focus sur un des conseils que j'ai présenté précédemment. C'était pour un acteur du prêt-à-porter. Alors en fait, en début d'année, ils avaient identifié un peu dans leur liste au Père Noël tous les projets qu'ils souhaitaient être réalisés au sein de l'entreprise. Alors c'est très bien, mais ça faisait un volume important, hein. Il y avait quand même 220 projets. Et en fait, bien, j'ai mis en place un plan capacitaire global, donc le plan capacitaire de l'entreprise, en m'appuyant sur la composition des équipes en place. Et donc, avec chaque directeur métier, et aussi IT, enfin, toutes les directions, on a travaillé sur l'identification de la capacité à faire nécessaire pour réaliser l'intégralité des projets. Donc, projet par projet, on a mis en place, enfin, identifié l'allocation. Tout ça, ça a été consolidé dans ce plan capacitaire. Et puis là, on s'est dit, oh là là, il faut beaucoup, beaucoup de bras pour faire tous ces projets. Ça ne va pas être possible. Donc, partons du principe que notre capacité à faire ne va pas bouger. Potentiellement, elle pourrait bouger. Maintenant, regardons quels sont les projets qu'on pourrait déprioriser. Alors forcément, tous les projets avaient un niveau de priorité haute, moyenne et basse. Donc, il y a eu des simulations qui ont été faites pour supprimer déjà les projets avec une priorité basse, puis ensuite moyenne, et au final, ne garder que des projets en priorité élevée qui étaient totalement inscrits dans la feuille de route et avoir du coup une adéquation entre une capacité à faire telle qu'elle existe à un moment donné, et puis ce flot de projets à réaliser sur l'année. Alors bien sûr, il fallait par moment renforcer cette capacité à faire avec des recrutements ou des prestations externes, mais on a pu drastiquement passer de 220 projets à 130, ce qui est plus acceptable pour l'organisation et aussi pour les équipes qui elles-mêmes réalisent les projets. Oui, parce que ça met en exergue un point important qu'on peut avoir et que souvent nos clients remontent, c'est que le plan capacitaire, on peut effectivement intégrer la capacité à la réalisation des projets, mais les projets, ça se fait aussi avec les métiers. Et c'est souvent un point qui est sous-estimé et qui peuvent amener à prendre beaucoup de retard et que les métiers sous-estiment souvent, en tous les cas, leur implication nécessaire au succès des projets. Et c'est un signe de maturité aussi de savoir renoncer. C'est vrai que l'idée n'est pas d'être foisonnant, mais plutôt de choisir ces bons chevaux de bataille et ces bons projets pour les amener à destination. C'est pas toujours facile de dire non, mais voilà, par moment, il faut être en capacité de dire non. Un vrai signe de maturité. Alors, le niveau de faire. Donc, premier conseil, au niveau de la méthodologie, il faut être en capacité de challenger l'alignement des portefeuilles au regard des enjeux stratégiques. Et ça, de façon régulière dans l'organisation. Donc, on peut fonctionner par itération, par moment qu'on identifie dans l'année pour s'assurer du bon alignement par rapport aux enjeux stratégiques. Au niveau des indicateurs de pilotage, alors bien sûr, on a les indicateurs classiques qu'on a vus précédemment, mais là, on va identifier des indicateurs qui vont témoigner de l'alignement ou du bon respect de ces enjeux stratégiques. Alors, c'est par exemple la proportion de projets innovants, si on a un enjeu stratégique d'innovation. C'est des parts de marché acquises ou des sujets qui traitent de la digitalisation, par exemple. Donc là, ce sont des indicateurs plus métier, qu'on pourrait qualifier un peu de retour sur investissement, mais qu'il va falloir effectivement identifier et mesurer pour s'assurer de cet alignement. Au niveau de la fonction PMO, là, on élargit le scope de cette fonction. On parle d'ailleurs de PMO d'entreprise qui va être le garant du respect des engagements stratégiques. Au niveau de la comitologie, on instaure une revue régulière de la traduction opérationnelle de cette feuille de route et de ses enjeux. Et c'est le PMO d'entreprise, donc le PMO qu'on peut qualifier de stratégique, qui va régulièrement mettre en place cette instance, animer cette instance avec le top management pour donner cette visibilité. Et puis pour terminer, sur la partie outillage, là, cette fois-ci, notre outil PPM doit être considéré comme un outil d'entreprise qui va, alors comme je le disais précédemment, cette fois-ci, il va permettre de faire des projections d'hypothèses sur les portefeuilles, ce qu'on ne faisait pas précédemment. Et puis là, un dernier retour d'expérience par rapport à cette approche, un retour de mission, alors qui est un petit peu particulier cet exemple, puisque ce n'est pas forcément un exemple, c'est un exemple, une incitation à la vigilance, n'est-ce pas ?
Oui, alors voilà, il faut rester sur ses gardes. Alors en fait, c'était une expérience que j'ai eue auprès d'un acteur du secteur du commerce, du retail. En fait, l'organisation s'était très très bien structurée dans sa pratique de pilotage, projet, programme, portefeuille, avec une comitologie à tous les différents niveaux, avec une fonction PMO aussi établie à différents endroits dans les différentes directions, mais aussi au niveau plus global, hein, au niveau stratégique. Et cette fonction PMO a animé tout ce processus de pilotage, projet, portefeuille, alignement aussi avec la feuille de route. Et puis, à un moment donné, il y a eu une réorganisation. Un nouveau directeur est arrivé. Le PMO, les acteurs de la fonction PMO qui étaient en charge de cette animation sont partis vers d'autres horizons professionnels. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, toute cette dynamique s'est éteinte de semaine en semaine. Et puis, à un moment donné, il ne se passait plus rien. Bon, le nouveau directeur se dit, bon, j'en ai pas besoin, c'est bon, j'avance, je sais ce qui se passe, etc. Voilà. Et puis, quelques temps après, il s'est dit, mais en fait, je ne sais pas trop ce qui se passe sur les projets. Sur quoi les équipes bossent? Je ne sais pas, je ne vois plus rien. Et donc là, une machine arrière, il se dit, mais tiens, finalement, la fonction PMO qui animait toute cette dynamique de pilotage, avec les process, avec des templates, avec un outil, ça me manque parce qu'aujourd'hui, je navigue un petit peu à vue. Et je prends des décisions, mais j'aimerais pouvoir mieux prendre mes décisions, me prendre mes arbitrages en m'appuyant sur des éléments tangibles. Et donc aujourd'hui, la machine arrière est en marche, si je puis dire, pour revenir à ce mode de pilotage qui était optimal, mais qu'il faut en permanence maintenir. Ce n'est pas parce que les réflexes sont acquis, on croit qu'ils sont acquis, mais en fait, ils se perdent très, très vite. Merci pour ce panorama. On vous a compilé tout ça dans une matrice un petit peu là, du progrès en fonction de vos différents niveaux et puis des différentes thématiques. Ça va nous donner l'occasion de lancer un sondage par rapport à tout ce que vous a présenté Céline. Et je vois même dans les questions, il y a beaucoup de choses, il y a plein de bonnes idées, ça va vite. Ce qui est important dans cette matrice, mais je pense que Céline, tu me confirmeras sur ce point, c'est que d'abord, c'est pas exclusif, et puis c'est cumulatif. On l'a vu, hein, pour éviter les éléments de marche arrière. Donc, on vous a lancé un sondage. Vous, par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites, bon, je fais déjà tout, pas de souci. Bon, c'était bien, ça m'a confirmé que j'avais raison sur les mises en place. Ou, non, vous dites, ça c'est super, il y a plein d'idées, je vais plutôt en prendre quelques-unes, faire mon marché dans tout ça. Ou, voilà, les plus ambitieux pourraient dire, je me prends tout et je vais tout mettre en place. Alors là, nous avions quelques représentants experts du sujet. Une personne qui fait déjà tout. Voilà, elle applique déjà tous ces conseils. Certainement quelqu'un que le cabinet Novéan a déjà accompagné, manifestement. Peut-être. Et peut-être qu'il est même utilisateur de Project Monitor pour parfaire sur l'axe outils. Celui qui arrive en tête, c'est qu'il y a 2-3 points qui inspirent particulièrement les personnes. Donc, ça veut dire qu'on est certainement dans des transitions de niveau. Juste après, ce qui arrive juste ensuite à 18% par rapport aux personnes qui font leur marché dans cette matrice. C'est les 5 leviers de leur niveau. Tiens, ça va m'aider à certainement passer un cap. Il y a des ambitions plus modestes où les gens aimeraient bien en enclencher au moins un. Des personnes qui vont faire leur marché dans toute cette matrice. Tiens à saluer donc la personne experte qui applique déjà tout. Nous lui tirons notre chapeau. Et quelqu'un qui a envie deux personnes qui ont envie de tout faire. Voilà. Alors peut-être que le conseil quand même, c'est n'activez pas tout d'un coup. Hein. Il y a quand même une vraie logique de progression. Dans les retours des carnets de mission, on a vu que des fois, ça prenait un certain temps et qu'il fallait consolider aussi les acquis. Mais effectivement, allez, soyons fous, appliquons tous ces précieux conseils. Je vous propose que l'on passe aux questions. Alors, je vous rappelle, sur les questions, le principe, on prend celles qui ont le plus de votes. Donc, n'a pas été explicitement abordé le niveau de la maturité de la structure, notamment fonction publique territoriale. Et si la maturité n'est pas suffisante, est-ce qu'un parcours de formation, notamment des cadres et top managers, doit être proposé? Globalement, ceux qui étaient en charge des projets, mais comment on fait pour traiter nos amis du top management qui ont ce rôle clé? Alors, ça arrive, dans les différentes expériences que j'ai eues, ça arrive effectivement que par moment, il soit nécessaire d'accompagner des acteurs du middle ou du top management pour les sensibiliser sur la nécessité de bien piloter. Parfois, on les accompagne, on les coach aussi sur leur rôle parce qu'il y a des périmètres ou des postures qui ne sont pas forcément, des postures qui ne sont pas forcément adéquates. Et ça nous est arrivé
effectivement de conseiller, de coacher des personnes du top management dans un intérêt global de pilotage, mais plus sur leur posture. Quand il y a un manque évident de sponsoring, eh bien, ça peut avoir, ça a un impact direct sur l'embarquement des équipes, alors opérationnel, mais aussi middle management. Et donc, du coup, la pratique de pilotage ne prend pas. Et ce sponsoring, il vient forcément du top management et il faut que les personnes qui incarnent cette fonction comprennent l'intérêt, ce que ça leur apporte, le sens que ça donne aussi à l'organisation. Et donc, on travaille sur ces sujets-là. Après, par retour d'expérience aussi, alors c'est plus orienté pour construire des parcours de formation spécifiques. Chez Novéane, on a construit un outil qui est une cartographie des compétences et des savoir-être pour les PMO et pour les chefs de projet, et qui permet à un moment donné du parcours professionnel de scanner, on va dire, son niveau de maturité. Alors, on parlait de la maturité de pilotage, là c'est plus la maturité, on va dire, en termes de compétences et de savoir-être. Et donc pour donner plus d'aisance, plus de clés, plus de leviers à un chef de projet ou un PMO qui sont des acteurs du pilotage, eh bien, on va pouvoir mieux cibler les axes d'amélioration et donc trouver des formations adaptées, ou au contraire surfer aussi sur les compétences sur lesquelles ils excellent. Une autre question qui évoquait notamment les passages entre faire émerger la fonction de PMO. Une question qui dit, oui, c'est bien beau d'avoir un PMO, on voit bien l'intérêt, mais ça a un coût. Et comment on fait pour défendre le ROI de la fonction PMO? J'aurais tendance à dire qu'il faut commencer par un petit recensement sur le terrain. Il y a certainement des points de douleur qui sont alors parfois exprimés, enfin souvent, mais des fois qui ne sont pas exprimés et qu'il faut arriver à capter pour identifier effectivement des arguments qui permettraient donc de justifier l'intérêt de mettre en place cette fonction PMO. Après, ce qu'il faut quand même aussi prendre en compte, c'est que le terme PMO est parfois calvaudé. On met plein de choses derrière, un peu tout et n'importe quoi. Donc, on parle bien du PMO comme un acteur de la dynamique de pilotage d'ensemble d'une organisation, bien sûr sur les projets, les portefeuilles, mais aussi sur des choses plus stratégiques telles que je l'ai présentées avant. Et donc, on peut tout à fait faire l'essai sur, quand on regarde les processus de pilotage sur lesquels on travaille, donc la gestion de projet, la gestion de portefeuille, la gestion budgétaire, la gestion des ressources ou encore la gestion de la demande, donc ce qui est éligibilité. Vous pouvez très bien faire l'essai sur un processus de pilotage, donc souvent la gestion de projet, c'est ce qui est le plus simple, on va dire, à mettre en œuvre, pour obtenir rapidement un premier retour sur investissement. C'est comme comme si vous alliez faire un POC, entre guillemets, sur ce processus de pilotage avec une fonction PMO. Et puis, si les retours sont là, logiquement, et très souvent oui, et bien progressivement, vous allez pouvoir étoffer et donner un sens et un vrai retour sur investissement à cette fonction. C'est ce qu'on voit nous aussi chez un certain nombre de clients, des personnes qui n'ont pas forcément la casquette explicite de PMO, mais qui peuvent être des responsables d'études ou responsables d'un service qui, de fait, endossent un certain nombre de responsabilités de PMO. Donc, ça permet aussi de voir ces éléments-là. Sur la partie ROI, alors c'est moins sur la fonction PMO, mais nous, on a mis en place un guide plutôt sur les outils PMO, mais qui, en creux, adresse aussi ces logiques-là. Donc, on vous invite à télécharger ce guide où on vous donne des clés pour trouver justement les leviers et qui vont justifier de la viabilité économique de ces fonctions. Une question par rapport à l'agilité. Est-ce que c'est compatible globalement le changement de paradigme avec les approches agiles à l'échelle et les feuilles de route? C'est aussi un peu, je pense que l'arrière-plan de tout ça, c'est l'échelle de temps. C'est-à-dire qu'une feuille de route, en général, ça s'inscrit dans une certaine durée. Mais est-ce qu'au bout du compte, il y a tellement d'événements, est-ce que c'est viable d'avoir ces schémas plutôt pluriannuels? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas plutôt basculer sur une approche agilité à échelle, ou est-ce que les deux peuvent tout à fait se rejoindre? De mon point de vue, et puis si je sollicitais mes collègues, je pense qu'ils diraient la même chose, mais oui, c'est tout à fait compatible. En fait, effectivement, oui, on a une feuille de route alors qui est souvent pluriannuelle et qui, au final, est découpée pour une trajectoire sur l'année. De l'autre côté, on a des fonctionnements effectivement où on mixe des pratiques traditionnelles, entre guillemets, et puis des pratiques agiles. Dans le pilotage de cette feuille de route, on peut tout à fait se dire, pilotons la feuille de route en mode itératif. Et donc, on peut tout à fait traduire les objectifs de la feuille de route
en s'appuyant sur une méthodologie que certains d'entre vous peuvent peut-être connaître, c'est la méthodologie OKR, donc des objectifs et des résultats clés qui permettent régulièrement de mesurer, on va dire, l'atteinte de ces objectifs en réponse à la feuille de route, quelles que soient, on va dire, les typologies de projets qui sont réalisés. Et puis, par itération, on vient effectivement mesurer cette atteinte au travers des OKR et puis réajuster éventuellement s'il y avait besoin. Et en fait, on est sur du pilotage de feuille de route un peu agile. En fait, on vient adapter cette feuille de route régulièrement. Alors, soit aussi parce qu'il y a des nouvelles idées, des nouveaux sujets qui rentrent, et c'est la vie des projets. Mais oui, pour moi, c'est tout à fait compatible en tout cas. Je rebondis juste sur une remarque qui était que c'est un webinaire organisé par Virage et quelqu'un qui met en évidence le fait que on peut aussi tout à fait atteindre le niveau de maturité avancé avec des outillages plus Excel, PowerPoint, Teams. En tous les cas, c'est ce qu'on constate, mais je pense que c'est Céline qui peut l'avérer, c'est que quand on constate les autres points d'avancement de maturité, c'est souvent qu'il y a un outil de PPM, mais effectivement, c'était plutôt un cadre de lecture. On peut avoir des pratiques managériales, en tous les cas, très avancées, sans forcément avoir un outil de PPM, mais on ne se facilite pas la tâche, on va dire ça comme ça. Parce qu'on voudrait vous partager un certain nombre d'autres points pour aller plus loin. Déjà, demain, pour ceux qui ne connaissent pas Project Monitor, on vous invite à découvrir très rapidement, un tour d'horizon en 30 minutes chrono, des principales fonctionnalités de l'application. On vous proposera également plus loin, parce que souvent on dit c'est super, vous présentez plein d'éléments, mais nous on voudrait voir la prolongation dans Project Monitor. Et on fait justement un webinaire dédié, une masterclass, où on vous dira comment on peut concrètement mettre en musique tous les conseils qui ont été présentés et partagés aujourd'hui. Ça se tient le vendredi 10 juin à 11h30. Réservez votre place, puis ça permettra, pourquoi pas, de montrer par rapport aux éléments sur Teams, tous les apports ou les approches plus low-code qu'on a considérées comme low-code ou non dédiées, de voir un peu comment le palier qu'on peut passer. On aura le plaisir d'être au cotère numérique, ça concerne les collectivités, puisqu'il y a une question qui était issue de la collectivité territoriale, et on parlera d'une feuille de route particulière, puisque la feuille de route de sécurité, on aura un témoignage d'une collectivité sur comment ils ont piloté leur feuille de route de sécurité informatique. Mais on a également une information, je vous en ai parlé en introduction, côté Novéane. Il y a 10 ans, nous avions publié un livre blanc sur l'état de l'art des cellules de pilotage. Et donc, chez Novéane, on s'est dit, tiens, comme Patrick Bruel, donnons-nous rendez-vous dans 10 ans et mesurons l'évolution de la maturité des pratiques de pilotage. Très prochainement, dans les semaines à venir, nous allons lancer cette grande enquête nationale sur la pratique de pilotage pour en mesurer son évolution. Et parce que vous avez participé au webinaire d'aujourd'hui, je vous invite à participer à cette grande enquête et à recevoir en avant-première les résultats donc de l'évolution de la pratique de pilotage. Les résultats devraient sortir entre septembre et octobre, grosso modo, 2 semaines avant tout le monde. Parce que vous étiez présent aujourd'hui, vous recevrez ces résultats en termes de privilégiés. Alors, pour vous manifester, si vous souhaitez être inscrit prioritairement sur ces listes d'annonces de la sortie de cette étude, et encore mieux, si vous voulez participer pour éclairer, enrichir tout ce panorama, vous avez un lien qu'on va vous soumettre qui va vous permettre de demander le support, de donner votre avis sur cette session et également de pouvoir vous déclarer comme candidat à participer à cette formidable étude. Allez, très rapidement, un petit mot de conclusion. On espère que cette exploration des feuilles de route, allez, on vous a suggéré une petite carte au trésor, va vous permettre de découvrir plein de trésors dans vos organisations, d'activer tous ces précieux conseils qui font sens dans vos organisations. Et peut-être un petit mot de la fin, Céline, par rapport à ce panorama qu'on a fait, puis par rapport aux questions qui ont été évoquées. J'espère qu'au travers de ces 20 conseils que je vous ai présentés, vous pourrez rapidement en mettre en place quelques-uns et que ça puisse vous faire grandir en termes de maturité, gagner des paliers de maturité dans votre pratique de pilotage. Moi, il vous reste à vous remercier toutes, au premier chef, Céline. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Puis si vous souhaitez prolonger les conversations, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Novéane par rapport à tout ce qui a été évoqué. Je tiens également à remercier mes 3 collaboratrices de choc qui font de ces webinaires des succès. Camille, Amandine
et Camille, qui assure la promotion, l'animation, la gestion technique, tout ça pour que vous passiez des moments riches en enseignement et qui vous permettent de progresser et de faire en sorte que votre feuille de route conduise tous vos projets à destination et à atteindre tous les objectifs de votre entreprise. Rendez-vous à demain pour ceux qui ne connaissent pas Project Monitor et le 10 juin pour ceux qui ont envie de voir comment on peut mettre tout ça en musique avec notre outil PPM Project Monitor. Encore un grand merci Céline et à toutes les Merci J'ai à toi, oublié Vincent. de citer Marion et Géraldine qui ont aussi œuvré au succès de cet événement. Oui, merci beaucoup et puis merci de votre participation à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt.